Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Julien Melchior, qui est rhumatologue à la maternité de l'Étoile, et de Jérémy Viola, mon associé, où nous travaillons tous les deux sur Axiom et Rambaud, et surtout au centre du pied pour la chirurgie de la cheville et du pied. Donc, on a décidé de faire cette petite table ronde, petit débat sur l'arthrose de cheville, qui est une pathologie peu fréquente, assez invalidante, et pour lesquelles il y a un peu de réflexion et de collaboration à faire entre les différents praticiens. Donc on va commencer un peu par de la médecine avec Julien qui va nous faire cette présentation sur l'histoire de l'arthrose et quels traitements médicaux on peut espérer pour soulager nos patients. Merci Rémi, donc bonjour à tous. Donc, je remercie bien sûr mes confrères orthopédistes de m'avoir invité à vous parler d'un sujet toujours un peu compliqué qui est l'arthrose, vu qu'on a souvent des résultats décevants de nos traitements médicaux dans la durée. Donc on va évoquer quelques déjà points physiopathologiques. Donc en fait l'arthrose, il faut bien comprendre que ce n'est pas une maladie uniquement du cartilage, mais c'est une maladie qui va mettre en cause le cartilage et la synoviale, et qui va être responsable de tous ces phénomènes inflammatoires et douloureux qu'on connaît bien. En fait, le cartilage est abîmé, on a une dégradation de la matrice extracellulaire cartilagineuse, et en fait, cette dégradation de la matrice va réaliser une activation de mécanismes de réponse inadaptés, incluant les voies pro-inflammatoires. Et en fait, on voit qu'il y a un dialogue ici entre les débris cartilagineux, les macrophages, et donc l'apparition de toutes ces cytokines pro-inflammatoires qui vont venir participer à l'inflammation du genou. Ça correspond un peu aux images qu'on voit avec les hypertrophies synoviales qu'on voit dans les arthroses chroniques. Le rôle du cartilage, vous le connaissez très bien, c'est vraiment, il est là pour protéger l'os sous-chondral, pour réaliser surtout un amortissement des chocs. Il est résistant et surtout, il a une capacité élastique qui permet sa fonction. Les conséquences de l'arthrose en général sont bien sûr la condensation de l'os sous-chondral qui traduit des remaniements du métabolisme osseux, l'ostéophytose qu'on voit bien sur nos radios qui traduisent les phénomènes de réparation aberrants, donc qui sont expliqués par l'apparition dans l'articulation de facteurs de croissance normalement non présents. On a cette inflammation de la membrane synoviale qui est responsable de l'épanchement, et tout ça, bien sûr, occasionne la douleur, notamment également par la mise à nu de cet os sous-chondral. Donc, par contre, on ne sait pas quel est le premier mécanisme qui va déclencher cette arthrose. On ne sait pas le site non plus. On ne sait pas si c'est d'abord le cartilage, d'abord l'os sous-chondral ou d'abord la membrane synoviale. On ne sait pas non plus de quel type est la première agression. Voilà. On ne sait pas si c'est mécanique, chimique, humorale ou encore autre chose. Si on s'attaque aux acteurs de la dégradation cartilagineuse, on a surtout le chondrocyte et donc les protéases et les cytokines pro-inflammatoires. Le chondrocyte, en fait, il est responsable de l'augmentation des synthèses de facteurs de croissance, donc qui permet l'apparition des ostéophytes. On a un renouvellement qui est rapide et de mauvaise qualité de la matrice extracellulaire, ce qui fait qu'elle est moins solide. Et lui-même prolifère beaucoup trop vite et entraîne la perpétuation du phénomène. En ce qui concerne les protéases des cytokines pro-inflammatoires, on voit que c'est l'IL1β qui est au centre un peu de tout cela, avec des agents qui vont l'inhiber, des agents qui vont au contraire l'activer, et lui-même va activer les protéines, les protéinases notamment, qui va entretenir donc cette inflammation, notamment par la production de prostaglandines pro-inflammatoires par la voie des COX-2. Donc toutes ces connaissances nouvelles, bien sûr, c'est intéressant pour éventuellement proposer de nouvelles thérapeutiques un peu moins basiques dans l'arthrose. Donc il y a eu des études, des essais, même des biothérapies qui visaient certaines protéines. Et en fait, pour l'instant, c'est assez décevant et parfois, ça a provoqué même des dégâts supplémentaires. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais il y a de réels espoirs dans ce sens.
L'autre perspective, le docteur Ripoll nous en a parlé, c'est les cellules souches. Alors, le fonctionnement des cellules souches, et en fait, il ne faut pas s'imaginer que les cellules souches vont vous reconstruire le cartilage. En fait, les cellules souches vont jouer sur toute cette production de cytokines pro-inflammatoires et vont participer de manière apparemment très rapide et efficace à leur diminution, voire leur disparition, et donc restaurer un état un peu d'équilibre au sein de votre articulation. En France, c'est l'équipe Montpellier-Rennes qui s'en occupe. Donc l'arthrose en général, c'est surtout le rachis qu'elle touche. Parmi la salle, on sera à 75% environ à avoir une arthrose du rachis un jour. Ensuite, c'est l'arthrose digitale qui vient dans l'ordre de fréquence, puis la gonarthrose et la coxarthrose qui sont décrites comme les plus invalidantes, et ensuite l'arthrose de l'hallux. Et on voit que l'arthrose des chevilles, des poignets, des coudes les articulations là sont relativement épargnées par l'arthrose, on va dire, primaire. Pour ce qui est des traitements à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de nombreuses sociétés savantes internationales, à la fois médicales, chirurgicales, qui se donnent des coups toute la journée, qui ne sont pas d'accord entre elles sur le principe de prise en charge de l'arthrose. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a aucune recommandation réelle pour la cheville. C'est surtout genou, hanche et un peu la main pour la société italienne. Et en fait, ces recommandations sont peu pratiques et d'application difficile. Et surtout, il y a une divergence d'opinion, comme je vous ai dit, entre toutes les sociétés savantes qui rend compliquée l'application. Donc moi, je me suis un peu appuyé sur la National Institute for Healthcare and Excellence, c'est les Britanniques. Donc en fait, je me suis permis de rajouter 2-3 trucs dans ce qui apparaît un peu plus gras. Donc en fait, pour eux, au début, l'arthrose, c'est surtout une éducation du patient. En fait, leur point de vue, c'est d'essayer de traiter d'abord par les moyens non pharmacologiques et surtout de faire prendre le moins de risques aux patients, sachant que c'est une maladie chronique. Donc en fait, l'éducation est très importante. Déjà, leur faire comprendre que la maladie est chronique et que pour l'instant, les solutions sont assez médiocres. On va jouer sur tout ce qui est renforcement musculaire pour avoir une bonne stabilité de l'articulation. Bien sûr, la perte du poids est très importante sur les articulations portantes, que ce soit la hanche, surtout le genou et la cheville. Et ensuite, on voit qu'on a un deuxième anneau un peu plus clair avec le paracétamol et les INS topiques. En fait, c'est les antalgiques qu'on utilise en premier, bien sûr, à dose minimale efficace. Pourquoi les INS topiques? Parce qu'en fait, c'est surtout pour les articulations superficielles, notamment digitales. Et ensuite, on a le troisième anneau qui est plus vaste dans les propositions, avec notamment des moyens non pharmacologiques, chirurgicaux, qu'on connaît bien. Je me suis permis donc de rajouter la visco, les anti-arthrosiques d'action lente et le PRP avec point d'interrogation, parce que pour l'instant, les études sont encore en cours et c'est une thérapeutique nouvelle. Mais ce qu'on sait, c'est que la viscosupplémentation a fait sa preuve dans le genou, notamment. Pour ce qui est des infiltrations de cortisone, en fait, elles sont réservées uniquement s'il y a un échec des anti-inflammatoires et des antalgiques, surtout s'il y a un épanchement intra-articulaire, une synovite en IRM ou en échographie. C'est vraiment là que l'infiltration de cortisone va fonctionner. S'il n'y a pas ces critères, ce n'est même pas la peine d'en faire une. Et surtout, il ne faut en théorie pas la renouveler avant 4 mois. Et bien sûr, se placer à distance d'un geste chirurgical environ de 3 mois. Les produits les plus utilisés sont le diprostène, le Kenacort ou l'hexatrione. Sachant que le Kenacort et l'hexatrione, nous avons l'obligation d'être en intra-articulaire sous peine de causer des dommages extra-articulaires aux patients. Pour ce qui est de la viscosupplémentation, l'efficacité est prouvée dans l'arthrose du genou à un stade léger à modéré. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une alternative au traitement chirurgical d'une coxarthrose. On sait que ça ne marche pas dans la coxarthrose évoluée. Il vaut mieux les opérer, on a des meilleurs résultats. C'est un traitement qui est bien toléré et surtout, elle ne doit pas être réservée uniquement aux échecs des anti-inflammatoires. C'est une indication positive, c'est-à-dire qu'on peut les proposer avant les anti-inflammatoires, qu'il y ait une meilleure tolérance et parfois une meilleure efficacité dans le temps. On sait aujourd'hui que les formes réticulées, c'est-à-dire des acides hyaluroniques un petit peu repliés sur eux-mêmes, épaissis, associés plus ou moins à des polyols, ont un séjour intra-articulaire qui peut être plus long et donc plus efficace sur la durée. Et bien sûr, le coup de bambou est tombé en décembre 2017 avec le déremboursement de la viscosupplémentation dans la seule indication remboursée, à savoir le genou.
Si on s'attarde un peu à l'arthrose de la cheville et de la soutalienne, eh bien en fait, c'est des pathologies rares. L'arthrose tibio-italienne, elle est surtout post-traumatique, et vous voyez 78% en traumatisme. Et ces traumatismes, c'est surtout les fractures malléolaires, surtout bimalléolaires, l'instabilité chronique de cheville, les fractures du pilon tibial, les fractures marginales du tibia, les fractures aussi du talus ou encore des fractures combinées. Par ailleurs, on retrouve des arthroses primitives de manière très rare, des arthroses secondaires à la polyarthrite rhumatoïde, l'hémochromatose, et après on tombe dans des choses très très rares, l'hémophilie, ainsi de suite. Concernant la sous-talienne, celle-ci est surtout secondaire à des fractures taliennes ou calcanéennes, ou alors due à des entorses de la sous-talienne. Si on s'attarde un petit peu à ces deux entités, donc l'arthrose tibio-italienne, donc je vous dis surtout post-traumatique, et ça va surtout dépendre un peu de la qualité de la prise en charge chirurgicale du traumatisme. Et malheureusement, même si la fracture a été bien réduite, il peut arriver qu'il y ait des arthroses secondaires. C'est ce qu'on appelle les arthroses centrées à congruence préservée, et ce qui est finalement assez rare. C'est-à-dire qu'un geste bien effectué conduit normalement pas à l'apparition d'arthrose. En revanche, lorsqu'il y a une arthrose, c'est surtout des arthroses excentrées avec incongruence, avec un déplacement talien, une mauvaise rotation talienne. C'est ce qu'on appelle les arthroses à pince large ou pince étroite. Donc on a deux petits exemples en haut avec une rotation ici du talus avec un conflit avec la fibula, et ici un conflit avec un défect au niveau du toit de la mortaise. Donc tout ceci entraîne bien sûr des arthroses à long terme. La clinique de la cheville et de l'arthrose de la soutalienne est très différente. Pour la cheville, on va avoir des douleurs, des raideurs surtout, ce sont les symptômes les plus importants. Parfois un gonflement, parfois une instabilité. Et en fait, cette raideur peut avoir un retentissement important sur la flexion dorsale de la cheville, ce qui a bien sûr un impact important sur le schéma de marche, comme on peut le voir en bas à droite sur le petit schéma. En haut, on a une marche normale, donc c'est-à-dire que le pied doit réaliser une dorsiflexion d'environ 10-15 degrés pour permettre un pas normal et un décollement tardif du talon. Voilà. Si on a un défaut de dorsiflexion, mais une persistance d'une articulation environ 90 degrés, on a déjà tout de même un décollement précoce, mais qui permet quand même un peu mieux de réaliser son schéma de marche. En revanche, si on a un équin, on a un décollement très précoce avec une surcharge antérieure métatarsienne et surtout un récurvatum à l'appui du genou avec des douleurs souvent localisées à cet endroit-là en postérieur et une souffrance du complexe uro-achilléen plantaire. Pour ce qui est de l'arthrose soutalienne, c'est souvent des instabilités douloureuses de l'arrière-pied. Donc c'est surtout des douleurs sur marche irréguliers, et surtout on peut avoir l'association des deux types d'arthrose qui rend un peu compliqué le traitement. Pour ce qui est de l'imagerie, c'est assez simple. On demande des radiographies surtout comparatives, mais surtout en charge, face profil et les faces de rotation interne de 20 degrés, l'incidence de mortaise pour avoir bien les deux malléoles de face. Le scanner est réservé à l'examen des articulations difficiles, notamment la soutalienne, qu'on voit parfois mal sur la radiographie, ou alors en préopératoire. L'arthroscanner nous permet... l'arthroscanner et l'IRM sont un petit peu en débat. L'arthroscanner, lui, permet de voir précocement par la mise en place du produit de contraste des défects cartilagineux précoces, mais surtout, il permet dans le même temps une injection de cortisone. L'IRM, quant à elle, est moins invasive et permet aussi de voir d'autres signes, à savoir l'œdème sous-chondral, des synovites ou des épanchements. Voici quelques exemples. Bon, bien sûr, c'est des exemples un peu extrêmes. La radio l'est un peu moins. Ici, on a un pincement antérieur. Là, on a une arthrose complètement destructrice avec quasiment un respect de la soutalienne, même si on peut se dire déjà peut-être qu'il y a ici un pincement. Là, un exemple d'arthroscanner avec la visualisation des ulcérations cartilagineuses. Et là, une IRM avec la présence de l'épanchement, de l'œdème sous-chondral, de la géode. Voilà les différentes images qu'on va rechercher. Donc, quel traitement médical peut-on proposer aujourd'hui dans l'arthrose de cheville ? Eh bien, en fait, on extrapole les données qu'on a pour le genou et la hanche. Donc, c'est surtout la perte de poids, bien sûr. Une articulation portante comme la cheville, c'est très important de limiter donc, la surcharge. On va éviter les activités à haut impact. On va proposer, en cas de douleur importante, une décharge par canne anglaise. On peut, lorsqu'on a un équin, mettre un talon pour compenser la traction sur le complexe uro-achilléen plantaire.
On peut proposer des chaussures à tige montante afin de garder une stabilité de la cheville. Par ailleurs aussi, on a les semelles orthopédiques qui peuvent aider. Pour ce qui est de la prise en charge en kiné et réadaptation, c'est surtout des exercices de mobilisation, travailler la flexion-extension pour éviter la raideur et un renforcement musculaire des stabilisateurs de cheville. Pour ce qui est de la physiothérapie, ce qui a été reconnu efficace, c'est les ultrasons, le chaud-froid, TENS et le laser basse énergie. Les anti-inflammatoires sont a priori à utiliser avec prudence, car bien sûr, c'est des douleurs qui sont chroniques et les gens ont tendance à un peu abuser. Et on préfère les applications topiques ou les patchs notamment. Les anti-arthrosiques n'ont montré aucune efficacité dans l'arthrose de cheville. Pour ce qui est des infiltrations, les corticoïdes, comme je vous l'ai dit, c'est comme pour les autres articulations, c'est surtout efficace quand il y a une poussée inflammatoire de l'arthrose, avec une synovite et un épanchement. Pour ce qui est de la visco et du PRP, on est quand même plus dans le flou. Comme c'est une maladie, enfin c'est une atteinte rare, du coup les études sont rares aussi et les effectifs sont petits. Ce qu'on sait, c'est que la visco et l'arthrose de cheville, ça semble fonctionner avec une bonne tolérance. Et c'est comme le genou pour les stades débutants à modérés, d'où l'intérêt des IRM et des arthroscans. On sait que ce n'est pas une alternative à la chirurgie, mais elle peut permettre de la retarder un petit peu. On sait aussi que les formes réticulées sont plus efficaces en monojection et que si jamais on décide de faire une injection d'acide hyaluronique classique, il vaut mieux faire comme dans le genou, réaliser la triple injection. En fait, il y a peu d'études randomisées et contrôlées, donc on a vraiment besoin d'études comparatives avec le versus corticoïdes, plus ou moins PRP, voire un autre traitement qu'on aura plus tard à nos dispositions. Enfin, pour le PRP et l'arthrose de cheville, là c'est carrément le flou artistique, on n'a aucune étude, très peu d'études et des faibles effectifs. Cependant, les résultats semblent encourageants avec une bonne tolérance. On peut des fois reprocher au PRP d'aggraver la douleur transitoirement. Ça ne s'est pas trop retrouvé dans ces études. Actuellement, on n'a pas d'études comparatives avec la visco pour la cheville. Donc, en conclusion, l'arthrose de cheville, c'est une pathologie peu fréquente, mais souvent post-traumatique, qui peut générer un handicap fonctionnel important, surtout si elle est sévère avec un équin. Il y a un intérêt des techniques d'imagerie moderne pour les déceler précocement et proposer des traitements précoces pour retarder au plus la chirurgie. On sait qu'on a un échec des traitements médicaux, notamment infiltratifs, dans les atteintes sévères. Donc il ne faut pas hésiter à proposer un geste chirurgical s'il est nécessaire. Et ça, bien sûr, je laisse mes confrères en discuter avec vous. Merci. Merci Julien donc, pour ces précisions et cette introduction. Donc on peut dire que l'arthrose au final c'est une maladie dégénérative, évolutive et que le traitement médical qu'on va pouvoir proposer à nos patients c'est un traitement palliatif, on va dire, symptomatique mais aussi palliatif. Oui, de toute façon, l'arthrose, aujourd'hui, on est palliatif. Je veux dire, on n'a pas de solution miracle. On connaît quelques greffes de chondrocytes, mais on sait que naturellement, ils ne se régénèrent pas. Et à part pouvoir proposer à nos patients de les soulager ou eux-mêmes de se prendre un petit peu en charge, ce qui n'est pas forcément facile quand on a de l'arthrose, de s'entendre dire il faut faire un petit peu d'activité physique et tout ça. Oui, mais docteur, j'ai mal. Comment faire pour me soulager pour que je puisse justement faire ces activités? D'où l'intérêt de la déceler précocement, pour éviter tout ça. Et Julien, moi j'ai une question alors. Quand est-ce que tu décides de passer la main? Je pense que déjà sur les stades, les stades 4, c'est même pas la peine d'essayer un traitement même par visco. Je passerai la main dans les stades, en fait, en fonction du handicap fonctionnel surtout. S'il y a une raideur importante, un schéma de marche qui est complètement perturbé. Là, je pense que je passerai la main, et surtout si ce schéma de marche génère beaucoup de douleurs par ailleurs. Voilà. Moi, c'est au cas par cas, bien sûr. Voilà. J'étais assez intéressé des précisions sur les examens d'imagerie qui nous permettent de faire la part des choses en fait, sur le traitement qu'on va pouvoir proposer à notre patient. Parce qu'on a des fois une vision un petit peu avec des œillères en se disant, ou alors on ne sait pas trop quel produit proposer. Entre la cortisone ou la viscosupplémentation. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut rajouter aussi, c'est l'importance de la technique de réalisation. C'est qu'il faut impérativement que ces gestes soient radio-guidés
Ou éco-guidé. Enfin, quand je dis radio, c'est par une technique d'imagerie et pour s'assurer de la bonne injection intra-articulaire. Primordial, hein. Même la visco, enfin autant la cortisone, si on est un peu à côté, ça peut diffuser. La visco, ça n'a aucune chance d'efficacité si c'est à côté. Il y a même certaines équipes qui réalisent ces viscosupplémentations au bloc opératoire sous contrôle scopique. Bien sûr. Voilà, donc on va enchaîner maintenant sur le côté chirurgical. Donc avec Jérémy, on a voulu vous exposer un petit peu nos problèmes, entre guillemets, hein, mais les décisions qu'on a à prendre face à un patient qui est atteint d'une arthrose de cheville, à savoir est-ce qu'on est face à un dilemme ou une alternative pour pouvoir soigner nos patients. Donc effectivement, la prévalence de l'arthrose de cheville, elle est faible, bien que la cheville soit une des articulations les plus traumatisées du système squelettique. Et la plupart du temps, c'est post-traumatique, avec presque un tiers des patients qui ont une fracture de cheville qui risquent de se compliquer d'arthrose. Une fois que cette arthrose symptomatique est installée, on n'a que deux solutions pour soigner nos patients. Soit garder ses mobilités et mettre en place une prothèse, soit supprimer toute mobilité pour limiter les douleurs liées aux défects cartilagineux et bloquer la cheville par une arthrodèse. C'est pas une articulation simple, c'est pas simplement une charnière, la cheville, c'est vraiment elle qui fait le lien entre le reste du corps et surtout le poids du corps. Lors du passage au sol. Elle bouge dans les trois plans de l'espace et ce bon fonctionnement est dépendant de la forme des pièces osseuses, de l'intégrité des pièces osseuses et aussi de la bonne balance musculo-ligamentaire et aussi de l'intégrité de ces ligaments. Comme vous pouvez voir sur différents schémas, on peut avoir plusieurs représentations de ces mouvements et de la complexité qu'ils peuvent entraîner. Donc, pourquoi on fait de l'arthrose ? Parce que c'est une petite surface qui est contrainte par les forces mécaniques naturelles. On peut supporter 2 à 4 fois le poids du corps à la marche sur une surface qui fait moins de 10 cm². Parce qu'on fait des traumatismes et qu'on abîme notre cartilage, même s'il est bien restauré, quand on a des lésions comme cette radio, on peut se penser que même avec une restitution anatomique, il y a quand même de gros dégâts qui ont été réalisés. Et quand on a une stabilité, on peut se rendre compte que la cheville est complètement désaxée et que les deux os viennent frotter l'un contre l'autre et que du coup, ça s'use plus précocement. Donc nous, on a pour objectif de pouvoir proposer un traitement à notre patient qui lui apporte l'indolence et en même temps lui garde une fonction. Et pour ceci, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un traitement non conservateur de l'articulation, c'est-à-dire qu'on va purement et simplement supprimer les surfaces cartilagineuses. Et là, on a 2 choix qui s'offrent à nous. Donc soit on fait une arthrodèse en bloquant les amplitudes articulaires et en permettant de soulager les douleurs, soit on met en place une prothèse qui a pour avantage de garder les mobilités quand elles sont encore présentes ou de restituer une partie de ces mobilités quand il y a une raideur qui s'est installée. Mais par contre, les résultats sont plus incertains sur le long terme puisque les prothèses de cheville n'ont pas la réputation de leur grande sœur à l'épaule, au genou ou à la hanche avec un taux de survie qui avoisine les 75 à 90% aux alentours de 7-10 ans. Donc il y a un choix du patient, c'est quelle est la demande du patient, mais au final, c'est bien la décision du chirurgien qui va pouvoir primer entre le bénéfice-risque du traitement qu'il va pouvoir proposer à son patient. Donc l'arthrodèse, c'est la fusion définitive des surfaces articulaires. On perd toute mobilité et elle a pour répercussion de sursolliciter les articulations adjacentes. C'est le gold standard actuellement, c'est-à-dire que c'est cette technique qui donne les meilleurs résultats à court, moyen et long terme. La complication principale de cette intervention, c'est la non-fusion ou pseudarthrodèse et la molle position. Alors molle position, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est soit on ne va pas mettre la cheville à 90 degrés, qui est la position idéale pour pouvoir permettre une fonction, soit dans les désaxations frontales, on risque de mettre l'arrière-pied en mauvaise position, soit en valgus, soit en varus, et du coup entraîner des contraintes sus- et sous-jacentes qui peuvent aller jusqu'au genou et au médio-pied. Sur les images du milieu, vous pouvez voir que même avec une cheville bloquée, on garde des mobilités dans l'articulation de Chopard entre le talus et le naviculaire, que ce soit en flexion plantaire ou en flexion dorsale. Et c'est pour ça aussi que les articulations vont avoir tendance à s'user plus précocement. La prothèse, un peu comme les prothèses unicompartimentales au niveau du genou, c'est vraiment un resurfaçage articulaire. On ne cherche pas à corriger des désaxations avec ces implants. De toute façon, ils ne sont pas faits pour ça parce que c'est la catastrophe assurée si on réalise ça.
Elle permet une normalisation de la marche via la conservation des mobilités articulaires. C'est des suites opératoires qui sont plus fonctionnelles, c'est-à-dire qu'une arthrodèse, vous allez avoir un plâtre pendant 6 semaines, voire 3 mois en fonction de la consolidation. Alors qu'avec une prothèse, si tout s'est bien passé pendant l'intervention, vous avez le droit, et c'est possible, de faire remarcher votre patient avec une rééducation précoce. Donc ça, c'est quand même plus séduisant pour les gens. Par contre, on est toujours dans ces questions de résultats à long terme et la question de réaliser des corrections ligamentaires ou de déformations axiales associées qui compliquent largement les gestes et pour lesquels les suites ne seront pas les mêmes, avec pas forcément une rééducation tout de suite. Donc comment on choisit ? On fait le plan sur le patient, quel âge, demande fonctionnelle, conditions physiques, le poids, les articulations sous-jacentes, les antécédents, l'état cutané et surtout le tabac pour éviter de se retrouver avec des catastrophes comme la photo en bas à gauche qui peuvent nous amener à plus être le seul praticien à traiter le patient, mais à faire appel à nos collègues infectiologues, plasticiens. Voilà. Et de notre côté aussi, côté chirurgien, donc ça veut dire il faut qu'on arrive à étiqueter vraiment ce que veut et qu'est-ce que le patient espère de son traitement. Alors on n'en est pas à reprendre le sport, on en parlera après, mais voilà, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Ça dépend de l'expérience de chirurgien. Il faut savoir qu'en France, en 2014, il y avait 2000 arthrodèses de cheville contre 1000 prothèses de cheville qui étaient posées, tous centres confondus. Et si on fait la comparaison avec la hanche et le genou, il y a 150 000 prothèses de hanche par an qui sont posées et 80 000 de genoux. Donc ça dépend aussi de nos convictions personnelles. Et puis on est un peu contraint par l'industrie aussi, puisqu'aujourd'hui, en 2018, il n'y a plus que 2 types de prothèses qui sont disponibles. Donc on ne peut pas parler d'implants sur mesure, de flûte, de tige en flûte de champagne ou autre. Là, on n'a pas le choix, on n'en a que 2. Et parfois, quand on n'en a que 2, ça peut arriver soit à des surdimensionnements ou des reprises comme celle-ci, soit un balayage complet de l'implant, comme sur la petite image que vous pouvez avoir en bas à droite, qui font partie des complications de ces prothèses. Donc il y a des algorithmes de tableau décisionnel, ça c'est ce que nous ont enseigné nos maîtres. C'est qu'en gros, alors c'est un peu contradictoire avec les autres articulations, c'est plus on est jeune, plus on est actif et plus on va faire de choses, plus on a envie de faire de choses, et plus on va vous proposer de vous bloquer la cheville. Pourquoi ? Parce que les prothèses de première génération, on sait qu'au bout de 10 ans, il y a 3 chances sur 4 qu'on soit obligé de vous changer votre prothèse parce qu'elle s'est décellée ou parce qu'elle s'est usée beaucoup plus vite. Les indications reines des prothèses, c'est quand les articulations adjacentes sont usées, puisqu'on ne va pas les sursolliciter en bloquant la cheville. Et on les voit surtout chez nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, où on sait qu'il y a des retentissements généraux sur ces lésions, sur ces autres articulations, pardon. Et enfin, les cas un peu plus rares d'ostéoporose, de neuropathie ou de déficit sensitivo-moteur, ça c'est interdit aussi de mettre des prothèses, puisque l'objectif n'est pas tant sur la douleur chez des gens qui ont plus de sensibilité, mais bien sur la fonction en elle-même. Et on ne se lancera pas sur une prothèse plus des transferts tendineux pour redonner une fonction au niveau de la cheville. Donc en pratique, il y a la théorie et les idées reçues. L'arthrodèse, patient jeune, désaxation, travail de force. La prothèse, habituellement chez les plus de 75 ans, parce qu'elle a une durée de vie courte, chez des patients qui sont plutôt sédentaires. Mais est-ce que la réalité, elle ne serait pas ailleurs avec ces nouveaux implants ? Et est-ce que bientôt, on va pouvoir enfin proposer à nos patients une autonomie plus favorable avec ces prothèses, avec une activité physique et de la prothèse, avec des prothèses chez des patients jeunes, avec des prothèses chez des gens qui ont eu des lésions ligamentaires, puisque avec les nouveaux modes de vie, les nouveaux sports et autres, on voit de plus en plus de lésions initiales, que ce soit ligamentaires ou osseuses sur les fractures, qui nous font nous dire que lui, même s'il a 20 ans aujourd'hui, dans 10 ans, on n'est pas sûr que sa cheville elle soit toujours aussi fonctionnelle que ça. Et qu'est-ce que je vais lui proposer quand il aura 35 ans ? Et il faut toujours garder à l'esprit les possibles complications de tel ou tel traitement. Donc aujourd'hui, l'arthrodèse, c'est la référence, même si nos convictions tendent à changer. Et pour qu'on puisse être séduit par les prothèses de cheville et surtout pouvoir les mettre en toute sérénité, il faut qu'elles répondent à un cahier des charges qui devient de plus en plus précis, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de complications, tant sur le plan osseux
que sur le plan mobilité ou cicatrisation, qu'elle puisse vraiment améliorer cette capacité fonctionnelle et que surtout, à long terme, on puisse dire à nos patients, j'ai mis une prothèse de cheville, vous êtes tranquille pour 15 ans et pas dans 7 ou 8 ans, je risque de devoir vous réopérer pour bloquer la cheville, pas pouvoir laisser de faux espoirs à nos patients. Donc pour un peu illustrer cette présentation, on a décidé de vous montrer un cas clinique récent dont on a discuté avec Jérémy. Je vais peut-être te laisser en parler parce que c'est toi qui as vu la patiente. Oui, donc en fait, c'est vraiment la personne, on va dire, standard qu'on va retrouver au cabinet et qui vient un beau matin avec une cheville. Alors dès l'entrée, on voit qu'elle boite. Donc c'est une dame de 64 ans, retraitée, qui vient de prendre sa retraite, qui a envie d'être active, qui s'était mis à la marche loisir, mais qui a dû l'arrêter à cause de sa cheville. Alors sa cheville, c'est un vieux souvenir. C'est une fracture qui date des années 70. Il faut l'imaginer, donc 1m65, 65 kg, morphotype moyen. Et donc une raideur qui l'handicape. Elle s'aperçoit que finalement sa retraite ne sera pas exactement celle qu'elle imaginait. Sur le plan actif, elle est gênée, elle est douloureuse, elle a un périmètre de marche qui est réduit. Les escaliers de sa nouvelle maison sont déjà difficiles. Et en parallèle, ce n'est pas une dame qui est en mauvaise santé, elle n'a pas de comorbidité, elle ne fume pas. Voilà, donc on la voit, on voit ses radios, donc une arthrose plutôt centrée, donc un arrière-pied qui n'est pas désaxé. Si vous regardez le cliché sur la droite, le cliché de Méhari, le valgus est à 3-4 degrés, ce qui est correct, ce qui est normal. Une arthrose qui intéresse toute l'articulation tibiotalienne, que ce soit médiale, l'articulation tibio-talofibulaire. Et sur le profil, alors c'est peut-être en surbrillance, un gros conflit antérieur. Vous avez une marge antérieure tibiale qui vient en fait lécher complètement le bord antérieur du talus. Et intuitivement, même sur le cliché en charge, vous voyez de profil que c'est un pied en équin, assez creux par ailleurs. Si tu peux passer au diapo On ne peut suivant. pas dire qu'il y a eu des défauts majeurs de réduction sur la fracture qu'elle a eue il y Non. a 40 ans. Il y a une broche qui est restée là, bon, ça arrive assez souvent. Mais c'est il y a 40 ans. Quand on regarde de plus près avec des examens, donc là c'est un scanner simple, un défect osseux, des signes classiques d'arthrose centrée, pas d'arthrose sous-talienne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour elle. Oui. Quand on regarde les clichés en flexion dorsale et plantaire, alors ces clichés sont importants parce qu'ils corroborent un peu la flexion qu'on a en clinique, surtout la flexion dorsale. Et comme le disait Rémi, bien que le talus soit bloqué, si vous regardez le cliché en haut à gauche, dans sa mobilité en flexion dorsale par l'ostéophytose tibiale antérieure, vous avez quand même une flexion dorsale qui se fait par le biais des autres articulations qui ont largement compensé tout au long des années. Et la flexion plantaire est largement conservée en général, mais un peu moins utile, on va dire, dans la vie quotidienne. Si tu passes le film, tu peux, oui. Donc voilà. On a quasiment 90. Et ce n'est pas dans sa tibiotalienne qu'elle l'a. Si tu regardes le cliché, voilà, ce film-là, la flexion est très limitée. Donc on imagine pour les escaliers, ce genre de choses, se pencher pour ramasser quelque chose dans un placard bas, c'est compliqué. Et à la marche, alors comme nous l'expliquait Julien, on a une attaque du pas qui se fait très antérieure à cause de l'équin. C'est un peu court là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc l'attaque du pas est très antérieure. Chez une personne qui a en plus un pied creux, ça va être un problème de métatarsalgie. Donc parfois même, on voit des gens arriver, c'est pas vraiment de la cheville qui se plaignent, c'est de métatarsalgie, c'est de l'avant du pied, voire d'une arthrose de l'AMP du premier rayon. Et en pratique, c'est dû à l'équin de la cheville. Si tu passes... alors, donc cette patiente, si vous voulez, c'est là où Rémi et moi, on aura un débat avec elle et entre nous. C'est le genre de cas qu'on discute parce que réellement se pose la question du choix du traitement chirurgical non conservateur, prothèse ou arthrodèse. Et les arguments des uns et des autres, les arguments qu'on va exposer à nos patients, sont primordiaux pour faire ce choix. On va dire qu'en faveur de l'arthrodèse, comme l'a expliqué Rémi, et le montre sur la diapositive, c'est une patiente qui a déjà été opérée, qui a déjà eu des abords. On ne l'a peut-être pas bien vu sur les films, mais vous avez un abord interne, médial, et un abord latéral.
ce qui est un peu antinomique avec l'abord qu'on utilise principalement antérieur pour mettre en place une prothèse, par exemple. Alors que pour une arthrodèse, on aura plus de facilité à pouvoir reprendre ses abords. La patiente est relativement jeune, 64 ans, et comme l'a expliqué Rémi, par rapport à nos gold standards, par rapport à ce que nous enseigne un peu la théorie, on aurait plutôt tendance à lui proposer cette arthrodèse. À l'inverse, c'est une patiente qui est mobile. Même si elle présente un équin cliniquement, on sait, lorsque nous allons pratiquer l'intervention de la prothèse, qu'on va pouvoir réduire cet équin de par la destruction, l'ostéotomie qu'on fait sur le tibia. On enlève l'ostéophytose marginale antérieure et la prothèse, c'est une boîte à outils avec la nécessité souvent de pratiquer des gestes associés. Pour réduire cet équin, il y aura probablement à lui proposer une ténotomie d'Achille qui permettra d'allonger légèrement le tendon d'Achille et donc de supprimer encore cet équin. Donc cette mobilité, elle est primordiale. Son arrière-pied est centré, comme vous l'avez vu sur les radios. Donc techniquement, les contraintes qui devront s'appliquer sur cette prothèse ne sont pas rédhibitoires quant à sa durée de vie et sa survie. Donc ça va pencher plutôt en faveur de la prothèse. Après, si on devait faire le pour et le contre donc, de l'arthrodèse, au-delà de la volonté de la patiente, comme c'est écrit sur la diapositive, qui vient en me disant « je ne veux pas d'arthrodèse », donc déjà des idées bien arrêtées, ça ne doit pas être un argument suffisant pour la rejeter, cette arthrodèse. Et c'est à nous de dire aux gens, vous êtes dans des conditions qui permettent d'avoir le choix, tout simplement. Et ce n'est pas toujours le cas. Elle, on peut encore dire qu'elle a le choix. Après, contre la prothèse, le fait qu'elle soit âgée en termes physiologiques de 64 ans, oui, on peut dire que c'est déjà trop jeune pour une prothèse, sachant que c'est à tempérer par rapport à plein de facteurs. Une patiente obèse, polypathologique, n'aura certainement pas le choix. Cette dame qui est en bonne santé par ailleurs, on peut considérer que c'est moins marqué. Le risque cicatriciel, il est très vrai. Sachant qu'on demande à une prothèse une mobilisation, de garder cette mobilité, et la rééducation se fait en ayant en tête d'essayer de garder cette mobilité. Donc on met à risque, en termes très aigus, les patients d'avoir des complications cicatricielles plus marquées qu'avec une arthrodèse, où on vous coule dans le plâtre et on attend que ça sèche, littéralement. De là découle le risque infectieux, plus marqué à mon avis, parce que la technique est plus longue. Entre l'arthrodèse et la prothèse, vous avez un rationnel, un différentiel de temps qui peut être quasiment du simple au double, parce que quand vous faites une prothèse, vous êtes souvent obligé de faire des gestes associés. Et on est très très fréquemment au-delà de l'heure et demie de garrot, ce qui implique nécessairement des suites cicatricielles et infectieuses nécessairement plus difficiles. Et donc ce dilemme, il est quotidien à chaque fois qu'on voit ces arthroses. Alors, comme le disait Julien, ça c'est le cas arthrose centrée post-traumatique. Bon, j'ai fait un petit peu exprès parce que c'est un cas qui amène au débat. C'est sûr que quand vous avez 10 degrés de valgus, de varus post-traumatique, là, mettre une prothèse impliquera de corriger et donc de se placer encore dans une situation différente où la prothèse permet cette boîte à outils, mais on fait courir un risque supplémentaire à chaque geste osseux qu'on fait chez les patients. Donc, je pense que pour cette patiente précisément, j'irai plutôt dans son sens, lui proposer une prothèse, en insistant vraiment sur le fait qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas définitif, que les suites dans l'immédiat sont plus compliquées, sur le long terme, moyen terme, je dirais, assez identiques. Le bénéfice sur le long terme, on l'a quantifié, et on retrouve des études où on sait que l'utilisation de la cheville, dans le cadre d'une prothèse, aboutit à une consommation en oxygène inférieure, à un déroulé du pas meilleur, etc. Bien sûr, puisqu'on a conservé une mobilité. Après, je pense que Rémi aurait peut-être un avis différent, et c'est tout l'intérêt du débat. Je pense qu'on en discute un peu devant tout le monde et aujourd'hui. On est là pour proposer un traitement pour soulager les patients tout en leur préservant la fonction. Ces articulations sous-jacentes sont propres. Elle a déjà eu des antécédents de chirurgie. C'est peut-être mon côté un petit peu anxiogène, mais j'aurais discuté longuement de sa position sur l'arthrodèse pour avoir un traitement plus efficace et sans risquer de devoir
à terme réopérer cette dame, puisqu'une chirurgie après prothèse, qu'on verra après, se solde souvent par une arthrodèse. Après, tu m'as presque convaincu de lui mettre une prothèse en t'écoutant. Mais c'est important, voilà, de vraiment faire la part des choses et d'écouter nos patients et surtout de les informer et de s'assurer qu'ils aient bien compris la stratégie du traitement qu'on a besoin et qu'on veut leur proposer. Donc on va en terminer avec ce petit débat. Julien, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou quelque chose qui t'a choqué, qui t'a interpellé, ou tu es d'accord avec nous? Oui, on va dire que je suis d'accord. Après, c'est vrai que là, dans cette situation-là, c'est clair que le traitement médical pur ne va pas changer grand-chose. Quand on est clairement dans un stade très avancé, même si la radio n'est pas si moche que ça, bizarrement, mais la fonction est totalement perdue. Quasiment, en tout cas au niveau de la tibiotalienne. Donc nous, en termes de traitement médical, surtout infiltratif, on ne va pas changer grand-chose. D'une part, on ne va pas améliorer sa mobilité et on va être très peu efficace sur les douleurs. Donc il vaut mieux, effectivement, dans ce cas-là, ne pas hésiter à passer la main. Après, c'est une patiente qui n'a pas vu de rhumatologue et souvent, on est aussi... pour leur laisser un délai de réflexion avant la chirurgie, on leur propose assez facilement de voir pour faire des infiltrations. Après, c'est aussi à nous de leur dire que ça ne servira peut-être pas à grand-chose. Après, pour ce qui est de la visco, c'est vrai qu'on ne prend pas de risque à le faire. Ça reste très, très, très bien toléré. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est un produit qui n'est pas remboursé. Ça dépend des budgets de chacun. Mais c'est vrai qu'on peut l'essayer une fois ou deux. Mais après, c'est vrai qu'on sait que dans ces cas-là, même s'il y a une efficacité, elle sera très 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 faible et très courte. Surtout qu'on jouera sur la douleur et pas sur la fonction. Et dans sa plainte principale, c'était « je suis gêné pour descendre l'escalier ou pour marcher ». Et la douleur vient peut-être dans un second temps. Exactement. Voilà, donc en gros, quand nos patients arthrosiques n'ont plus de solution médicale, on leur propose le traitement non conservateur. On anticipe et on les informe pour éviter d'aller au casse-pipe. Et ça reste une chirurgie difficile et c'est important de savoir qu'il faut que ce soit pris en charge par les spécialistes et dans des centres de référence. Et il y a une réflexion nationale au sein de l'Association française de chirurgie du pied qui est en train de se faire, où, un peu comme la chirurgie carcinologique dans d'autres spécialités, où ils vont probablement mettre en place des centres de référence, c'est-à-dire qu'en dessous de tant de poses par an, vous n'aurez pas le droit de faire de prothèses de cheville pour assurer justement une expérience certaine des chirurgiens. Donc voilà, ça c'est à suivre et à revoir pour plus tard. Je vous remercie. Merci pour ce topo très clair et très instructif. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée sur les arthrodèses et les prothèses de cheville ? Est-ce que le recours à une orthèse de décharge type Sarmiento pourrait être une solution temporaire ? Alors, je n'ai pas l'expérience du Sarmiento, par contre, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est éventuellement faire des orthèses simulant l'arthrodèse, en fait. Donc, ça a deux buts. C'est de soulager de voir si le fait de bloquer la cheville soulage effectivement le patient ou si les douleurs peuvent venir d'ailleurs. Et surtout, ça apprend aux patients, ça rend compte aux patients quand les mobilités sont conservées et qu'on va proposer de bloquer les articulations. Les gens, ils sont souvent inquiets. Du coup, ça leur permet de marcher un petit peu avec une cheville bloquée, de se rendre compte en fait de comment ils vont pouvoir être après l'intervention si on venait à bloquer la cheville. Donc c'est plus la botte de simulation d'arthrodèse ou l'orthèse de simulation d'arthrodèse que le Sarmiento. Que la décharge. Alors la décharge, non, parce que les gens appuient quand même. C'est vraiment le fait de bloquer l'articulation qui nous permet de voir la participation des douleurs. Et autre question, après ablation d'une prothèse de cheville pour X raisons, quelle est la solution ? Que devient le patient ? À l'heure actuelle, la seule vraie solution, celle qui est pratiquée dans quasiment 95% des reprises, c'est l'arthrodèse. Une arthrodèse qui sera le moins possible justement raccourcissante. La plupart du temps, c'est une arthrodèse plus compliquée puisqu'on est obligé
d'utiliser un greffon, d'utiliser vraiment un greffon d'étayage pour essayer de maintenir la hauteur articulaire. Donc c'est la solution standard entre guillemets de reprise de prothèse. C'est le débat actuel en fait, il est sur l'apparition de géodes qui sont le signe du décèlement des prothèses, des implants. Tous les designs actuels aboutissent à l'apparition de ces géodes quasiment. On est maintenant dans une phase où on est revenu un peu en arrière et les designs sont plutôt à 2 composants, un talus mobile, un implant intermédiaire en polyéthylène qui est fixé au tibia, ce qui aurait pour bénéfice de limiter justement l'usure et donc l'apparition de ces géodes. Les géodes de décèlement aboutissent donc au décèlement complet de l'implant. On n'a pas encore de traitement intermédiaire qui permettent de conserver l'implant une fois que le décèlement est en place. C'est assez rare qu'on puisse simplement changer un polyéthylène usé, et souvent c'est dans des situations où il y a un défaut d'axe qui a abouti à cette usure un peu souvent asymétrique du polyéthylène, et c'est des situations assez rares. Le gold standard actuellement, c'est l'arthrodèse un peu plus difficile que la première fois, enfin, qu'une arthrodèse primitive. Alors déjà, on les fait depuis moins longtemps. Une prothèse, c'est 30 ans entre guillemets d'utilisation. Les contraintes, comme on a parlé Julien et comme l'a repris Rémi, sont absolument différentes que celle que la prothèse de genou ou de hanche. C'est une articulation tridimensionnelle qui est soumise à des contraintes dans tous les plans de l'espace, qui est peu tenue. C'est un peu on pourrait faire une similarité avec l'articulation de l'épaule, avec la charge de l'appui du corps en plus. C'est de la même manière, ce qui explique, à mon avis, l'échec des prothèses métatarso-phalangiennes du gros orteil aussi. C'est des articulations qu'on comprend mal, qui ont des contraintes et des excès de charge assez marqués. Et du coup, on n'a pas réussi à trouver encore un concept qui permette d'assurer dans le temps le même support de ces contraintes mécaniques. Moi, j'ai une Il y a question. il y a l'usure à contrôler, et les décèlements ils viennent d'une part de la surcharge de ces implants, et d'autre part de trouver des composants qui, en s'usant, ne dégradent pas le sous-sol et donc du coup la stabilité des implants. C'est les deux. En fait, l'un vient après l'autre. En fait, ça s'use plus vite parce que c'est plus de charge sur une petite surface, sur une prothèse qui est extrêmement mobile, donc qui du coup va beaucoup s'user. Et de par les défects de polyéthylène, vont venir créer des géodes en premier dans le talus, et une fois que la pièce tibiale va se déplacer un petit peu, second temps dans le tibia, et du coup, c'est à partir de ce moment-là où il y a la faillite de l'implant. C'est une cascade en chaîne en fait. Sauf s'il y a un défaut de pose initial. Mais sur une prothèse bien posée, sur une cheville équilibrée et un arrière-pied axié, c'est vraiment la tribologie qui entraîne le décèlement et la faillite de l'implant. J'ai une petite question. Est-ce qu'on a tenté de mettre des prothèses et une contention ligamentaire définitive, que la chaussette ligamentaire qui finalement évite la translation, enfin, limite l'usure et la friction? Donc on essaie de garder finalement un axe presque d'usure, un peu comme une pièce mécanique qui va s'user plus dans un axe pour éviter que ça parte dans tous les sens et qu'on fasse... Il y a des retentions capsulaires ou voire même des ligamentoplasties qui sont faites en même temps que ces implants, surtout sur des instabilités, sur des arthroses varisantes. Mais après, si on peut pas, enfin, j'ai pas la notion moi de bloquer complètement les mouvements d'inversion ou d'éversion qui ferait que le talus ne bouge plus comme il peut bouger dans une cheville, dans une mortaise normale. En fait, le mouvement prothétique, vous avez des designs en fait qui guident le mouvement en flexion dorsale et plantaire. C'est pas des implants contraints ou semi-contraints comme on a sur les prothèses de genoux, mais les implants ne sont pas complètement lisses. Et ça guide d'une certaine manière la mobilité. Sachant que, comme vous l'avez souligné, la balance ligamentaire vient influer fortement sur la mécanique articulaire. Et ce qu'on voit souvent, c'est que vous avez un varus tilting qui se crée avec les arthroses varisantes dont parlait Rémi, qui sont les arthroses secondaires à la laxité. Je pense celles les plus fréquentes qu'on retrouve après la traumatique. Et ce varus tilting se fait donc, vous voyez le talus glisser, s'excentrer par rapport au tibia. Et donc, on essaye de le recentrer de par la ligamentoplastie si nécessaire.
Et le design de l'implant va contraindre la mobilité du tibia, enfin du talus sous le tibia. Mais on n'est pas dans un concept de semi-charnière, de charnière rigide, comme on a pu le voir, comme on le voit sur les protèges de reprise de genoux, par exemple. Ce qui serait, à mon avis, encore plus difficile à supporter, vu les contraintes mécaniques sur les prothèses. Il ne faut pas oublier que le médio-pied, donc au niveau de l'articulation de chauffard, a aussi des mouvements de prono et de supination. Et du coup, ça aussi, ça entraîne encore plus de contraintes à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on fait une arthrodèse, cette articulation s'use, parce que l'articulation sous-jacente ne bouge plus, en fait. En fait, ma question était plutôt une question pour les podologues et puis les gens qui font l'orthèse. Est-ce que finalement, si on met une paire de semelles thermoformées avec un anneau talonnier, c'est un truc qui stabilise l'arrière-pied, avec une voûte qui maintient la phase de cycle de marche, est-ce que ça aide ou pas finalement la prothèse? Et l'autre élément, est-ce que si on mettant une contention externe, un truc souple, hein, pas une aircast, un truc qui est plus souple que ça, est-ce que finalement ça permet de faire durer un peu plus la prothèse? Alors, l'anneau talonnier, pourquoi pas? Ça peut éventuellement être une idée. Si on a intuitivement un déficit ligamentaire, on va d'abord essayer de le corriger chirurgicalement. Si on n'est pas optimal ou pour une raison ou pour une autre, il reste un déficit ligamentaire, oui, en effet, c'est assez fréquent qu'on propose aux patients d'avoir une orthèse plantaire, principalement pour stabiliser l'arrière-pied et soutenir la voûte plantaire médiale. Donc c'est, disons, quelque chose qu'on voit dans la suite. Alors, on a une intuition quand on finit la prothèse, si vous voulez, c'est la stabilité articulaire. On est capable de dire, globalement, si la stabilité articulaire sera très bonne, moins bonne. Quand elle est moins bonne, on fait une ligamentoplastie. Si elle est correcte, suffisante pour assurer la pérennité de l'implant, mais que les patients se plaignent en effet d'une petite excentration, d'une certaine laxité, c'est très possible qu'on puisse leur proposer de mettre des orthèses plantaires. Les contentions, on parle plus de chaussures sur mesure peut-être, avec des tiges montantes latérales qui viendront aider, sachant que pour les patients, c'est quand même vécu comme un échec. Si vous appareillez quelqu'un autrement qu'avec ses chaussures de sport, après la prothèse, il est déçu. Et ça, c'est irrationnel, entre guillemets, puisque souvent le delta d'amélioration est très positif. Mais si vous lui parlez de chaussures orthopédiques, de port de semelle après la prothèse, pour lui, c'est vécu comme un échec quelque part, à l'heure actuelle. Et on en revient au niveau de demande fonctionnelle des gens, en fait. Ok, merci beaucoup pour cette belle table ronde et voilà, on peut les applaudir.